fois par mois, le SEM et le Tetris accueillent 2 artistes pour un temps de discussion et de bavardage autour de la question d'être un ou une artiste, de leur parcours et recueillir plusieurs témoignages, ainsi que les questions du public. Plus d'informations sur le site letetris.fr. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette 4e édition de Bavardage, le rendez-vous mensuel du SEM et du Tetris où l'on prend le temps d'explorer la création, les parcours d'artistes et les réalités du métier. Chaque mois, 2 invités viennent partager leurs expériences autour de la table. Je rappelle d'ailleurs que cette rencontre est enregistrée et diffusée sur Westrack Radio. Vous pouvez retrouver les podcasts des 3 précédentes éditions sur notre site internet. Et à la fin de ce bavardage, le public pourra également prendre la parole hors antenne. Ce soir, nous nous trouvons au Tetris et on a le plaisir d'accueillir Anne-Laure Labaste et Redzol. Bonsoir. 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 Anne-Laure, tu viens du classique, mais tu as très vite élargi ton horizon. Musique traditionnelle, expérimentale, électronique, rock, pop. Depuis des années, tu joues en live et en studio pour une multitude de projets. En 2021, tu signes ta première création pour le théâtre et tu enchaînes depuis les collaborations avec plusieurs compagnies normandes ainsi que des bandes originales pour des documentaires de France 3. En parallèle, tu développes depuis plus de 15 ans un vrai goût pour la transmission avec des lieux comme le 106, le Tetris ou le Calife. Tu imagines des ateliers ludiques pour tous les publics, scolaires, personnes en situation de handicap, milieu carcéral ou encore famille. Tu y abordes la musique sous toutes ses formes, création, MAO, musique à l'image, bruitage, physique du son. Et aujourd'hui, tu explores aussi de nouveaux outils sensoriels et expérimentaux comme les dispositifs Playtronica, pour proposer des ateliers encore plus accessibles et créatifs. Ça va, j'ai rien oublié ? C'est vrai. Et toi, Redzol, diplômé de l'école d'art du Havre, tu as toujours aimé créer, que ce soit avec des images ou des sons. Après ton diplôme en 2002, tu pars travailler dans la déco pour le cinéma et la télé à Paris, avant de te tourner pleinement vers la musique en 2006. Depuis, tu as collaboré avec de nombreux artistes et répondu à des commandes pour le spectacle vivant, le podcast, la pub ou la fiction. Entre 2006 et 2013, tu composes et joues dans le duo pop électro Your Happy End, a découvert au Printemps de Bourges en 2010. Vous signez aussi la BO du moyen-métrage Les Pseudonymes, plusieurs fois primé. Puis tu fondes Aloha Orchestra, groupe d'électropop qui enchaîne plus de 100 concerts, dont des premières parties de Julien Doré en Zénith et à l'Accor Arena. À côté, tu composes pour des compagnies de théâtre, des campagnes publicitaires, des identités sonores et tu travailles aussi pour le documentaire et la fiction. En tant que Redzol, beatmaker et compositeur, tu collabores avec de nombreux artistes comme Aloïs Sauvage, Medine ou encore Kerry James. Pareil, j'ai rien oublié. C'est parfait. Juste, j'ai pas fondé Aloha Orchestra. Je ne prendrai pas cette responsabilité. Je me suis greffé à ce projet. Mais il n'y a aucun problème. Sinon, il n'y a aucun problème. C'était parfait. Petite rectification voilà. Alors. Donc, vous ne vous connaissiez pas avant cette rencontre, mais pourtant, quand on s'intéresse à vos parcours, comme on a pu l'entendre juste avant, on voit quand même pas mal de similitudes qui remontent même jusqu'à vos plus jeunes âges, car vous avez tous deux commencé la musique assez tôt, c'est ça ? Oui. Moi, je ne sais pas si 14 ans, c'est tôt. Ça va. Est-ce que c'est tôt ? Je pense que c'est assez tôt, oui. Des fois, ça commence vers 6-7 ans, des cours, des inscriptions des parents à des cours. Et moi, je n'ai pas eu ça. J'étais trop énervé. Mes parents ils voulaient que je fasse du sport pour me calmer. Donc, je ne faisais pas de musique avant 14 ans. Et toi, Anne-Laure, tu as commencé quand même assez tôt avec le conservatoire ? Ouais, c'est ça. J'ai commencé, je pense, à 8 ans. Alors j'ai saoulé mes parents pendant 2 ans avant pour qu'ils m'inscrivent. Ils ne comprenaient pas trop pourquoi je voulais faire, je pense, du violon à ce point-là. Oui, voilà, je ne viens pas d'une famille de musiciens à la base, mais par contre mon père écoutait beaucoup de musique, il écoute toujours beaucoup de musique, et je crois que c'est ça qui m'avait donné l'envie. Donc ouais, je suis allée au conservatoire municipal de la ville où j'habitais. J'habitais à Vernon, donc petite ville dans l'Eure. Voilà comment ça a commencé. Et vous avez tous les deux fait pas mal de musique dans des groupes, surtout durant votre adolescence. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette partie-là ? Moi, c'est vraiment ça qui m'a donné envie de faire de la musique, je pense. Après, moi, clairement, je suis passé des jeux vidéo à la musique à 14 ans, parce que en fait, j'ai découvert Nirvana et ça m'a
ça m'a transcendé. Après, j'ai toujours aimé la musique quand j'étais petit. J'avais des compiles de synthétiseurs qui s'appelaient Synthétiseur 1, 2, 3, 4. Et ça, je sais pas, ça me transportait. Jean-Michel Jarre, tout ça, Vangelis. Vraiment, j'ai adoré les synthés, les sons de synthé. Mais c'est vraiment le rock qui m'a... Et le rap. Ma première cassette, c'est Public Enemy. Apocalypse 91, c'est un album avec le rap de Public Enemy de l'époque, donc très contestataire et tout. C'était surtout la pochette qui me plaisait. J'avais 11 ans et je voyais le flic dans une cible. J'étais là, wow, c'est trop stylé. et du coup, j'ai acheté vraiment par rapport au visuel. Ils avaient des casquettes. En fait, voilà, c'était des rappeurs, mais avec des looks sombres, quoi. Et ça, je kiffais trop. Et du coup, quand j'ai acheté, j'ai vu qu'il y avait Anthrax dedans, un groupe de métal. Et du coup, quand j'ai entendu, alors déjà, le rap de Public Enemy m'a tué. Et en plus, leur collaboration avec Anthrax, qui est en vrai pas si folle que ça maintenant, avec du recul. Mais ce mélange, moi, m'a toujours plu. Et ce qui fait que quand il y a eu Nirvana, Rage Against the Machine, tout ça, je me suis dit, je veux faire ça. Voilà. Donc, du coup, j'ai commencé la guitare parce que mon papa, il faisait de la guitare, mais dans son coin, très timide. Il avait fait un concert en tant que bassiste dans un groupe. Au bout d'un concert, il a arrêté tellement ça le faisait flipper, les concerts. Mais c'est lui, finalement, en laissant sa guitare dans un coin, qui m'a donné l'envie de faire de la musique. Ouais, tu t'es dit un jour, je la prends, je vais essayer. Personne m'a forcé, je l'ai vu traîner, je la voyais traîner depuis longtemps. Je me rappelle qu'il avait revendu tout son matos de basse quand j'étais tout petit. J'étais choqué, je me suis dit, mais pourquoi il fait ça ? Je voyais un ampli orange partir, une basse Hofner partir, il était fan des Beatles et tout. Et je me rappelle tout petit, je vois le matos partir, je me dis, il fait une erreur. Et du coup, finalement, c'est des chocs comme ça qui sont revenus plus tard et qui m'ont donné envie de... Je trouvais ça exotique, enfin en tout cas étrange par rapport à une vie d'enfant, quoi. Et voilà. Il y avait quelque chose qui t'attirait déjà en fait à ce moment-là dans la musique. Ouais. Et toi, pour toi, Anne-Laure ? Alors, je te rejoins carrément sur Nirvana. Moi, c'est vraiment un groupe qui a changé ma vie. J'ai eu un avant et un après. En fait, donc, j'ai découvert Nirvana. Je faisais de la musique au conservatoire essentiellement. Et donc, je jouais du violon et je me suis dit, merde, mais en fait, je veux jouer de la guitare. Et donc, c'est là, en fait, j'ai continué à jouer du violon, mais j'ai acheté ma première guitare. Et donc là, j'ai commencé à jouer avec des copains. On faisait des petites soirées, puis on reprenait Nirvana. Et d'où un peu la transition aussi, parce que le conservatoire, c'était cool, et j'avais des super profs, on jouait plein de trucs. Mais voilà, il n'y avait pas de musiques actuelles. En tout cas, à l'époque, ça n'existait même pas dans les conservatoires. Donc, on faisait ça à côté. Donc, j'ai commencé à voir un peu les deux trucs. Et puis, au lycée, pareil, j'ai commencé à faire des groupes avec des gens, à sortir un petit peu, peut-être d'un monde où on t'apprend à être interprète et pas forcément créateur, déjà. Je crois que c'est vraiment ça ce qui peut refléter la formation classique, tu vois. On forme des interprètes, mais on ne te forme pas à inventer, à faire les choses par toi-même. Donc, je suis allée chercher ça ailleurs avec des gens, des copains qui avaient aussi peut-être des parents qui faisaient de la musique. Donc, on pouvait jouer dans des garages, dans des trucs. Enfin, voilà, c'est venu comme ça, quoi. Et quand on a préparé cette rencontre en amont, vous vous êtes rendu compte que vous avez tous les deux arrêté les groupes de musique à peu près vers le même âge. Vous pensez que ça peut être dû à quoi ? Est-ce que c'est comme un cap qu'on passe à un moment donné, une envie Alors, je pense que tu as quand même arrêté avant moi, parce que j'ai arrêté tard, moi. Mais moi, j'ai arrêté à 38 ans, on va dire. C'est ce qui ressortait, je crois que c'était dans la trentaine, ans, quoi. Voilà. Moi, je ne sais pas si les expériences, elles se croisent, mais moi, en fait, pour revenir au fait comment j'ai commencé la musique, ça allait aussi avec un moment où, avec mes copains, on s'embêtait. Et du coup, aimant la même musique, on s'est dit que ça avait l'air pas trop compliqué de faire du Nirvana, ce qui était complètement faux, mais du coup, on voulait essayer de faire des choses comme ça. Et du coup, dans notre petite rage d'adolescent et notre envie de pratiquer un instrument, du coup, c'était l'envie d'être ensemble et au lieu de zoner, on faisait ça, quoi. Et du coup, moi, il y avait vraiment cette dimension sociale, on va dire, amicale et sociale, de partager sa passion et en même temps de passer du bon temps avec les copains. Et en plus, étant tous un peu des timides, en vrai. Au collège, c'était compliqué, quoi, et ça a permis d'avoir un peu d'attitude, ce qu'on n'avait pas forcément. C'est un peu cette recherche-là aussi, quand même. Et en fait, moi, finalement, tout ça, ça m'a suivi jusqu'à 38 ans, où j'ai toujours voulu faire de la musique avec des gens parce que c'est important. Et en fait, il y a la réalité d'adulte, de comment gagner sa vie. Voilà, si on a des enfants ou pas. Moi, j'en ai 2, et je me rendais compte que je passais énormément de temps à faire des projets qui financièrement n'étaient pas viables, ou en tout cas pas assez.
et je faisais beaucoup d'intermittents du spectacle à côté en tant que technicien, et je voulais plus en faire. Enfin, en tout cas, en faire de moins en moins, parce que j'estimais que j'avais peut-être plus ma place, des choses en tout cas à proposer artistiquement, et que cette chaise, cette entre-deux chaises là, c'est incroyable d'ailleurs, parce que l'intermittence aide à ça, en tout cas permet ça. Donc moi ça fait 23 ans que je suis intermittent, et ce statut est incroyable. Mais du coup il y a un moment, je voulais essayer de faire la bascule quand même full artiste, quoi. Et du coup, si je voulais gagner pleinement ma vie en tant que full artiste, il fallait que je sois pas uniquement sur ces groupes là. On n'arrivait pas à ce que ça soit viable, en fait. Et toi, c'est quelque chose que tu as ressenti aussi, Anne-Laure ? Alors moi, j'ai pas complètement arrêté, parce que je reprends là. Mais j'ai fait une pause à un moment donné, et là je te rejoins aussi là-dessus. Cette pause, elle est arrivée quand j'ai commencé à être intermittente et à faire des créas pour le théâtre. Je sais pas, tout est arrivé un peu en même temps. Avant, j'avais eu un projet, un groupe en tout cas, sur lequel j'avais pas mal investi de temps et peut-être de projection. On va faire plein de concerts, on va essayer de se professionnaliser. Et alors plein de choses, c'est tombé au moment du Covid. Donc tout ça, c'est un petit peu noyé dans la, dans la sauce post-Covid. Je pense que ça a joué pas mal. Et après, les choses se sont enchaînées. Donc je sais pas, c'était pas vraiment un choix, c'est plus quelque chose qui s'est posé là. Et puis aussi, j'avais plus de 30 ans, ça faisait 1000 ans que j'avais plein de groupes dans tous les sens. Et peut-être qu'il y a un truc, en fait, je trouve aussi qu'aujourd'hui, dans les musiques actuelles, tout va très vite. On est tout le temps en recherche de nouveautés. Et moi, j'étais plus nouvelle non plus là-dedans. Donc il y avait comme un truc un peu de... je sais pas si c'est dire laisser la place ou sentir qu'il faut qu'on la laisse. Je sais pas trop. Mais il y a eu un questionnement, en tout cas, à un moment là-dessus de ma part. Et puis, comme j'avais plein d'autres trucs à faire à côté, j'ai fait une pause de ça. Mais là, je reprends un projet avec une artiste où on fait les choses sérieusement, en tout cas, pour faire des concerts et tout ça. Cela dit, c'est pas mon projet. Donc, je suis au service d'eux sur ce truc-là. Et ça me va très bien, du coup. Et vous, oui, voilà. Je sais pas si je voulais rajouter quelque chose. Non, mais c'est très bien. Si ça répond à la question. Je voulais parler aussi que, tous les deux, en fait, vous avez quand même appris la musique d'une manière quand même assez poussée. Toi, Anne-Laure, avec le conservatoire. Toi, Guillaume, Redzol, avec des formations pour apprendre comment utiliser les outils Yamaha ou des choses comme ça. C'était une époque pour vous où on n'avait pas forcément accès à toutes les informations qu'on veut. Maintenant, c'est vraiment totalement différent. On est vraiment dans l'ère du DIY, des tutos YouTube, des studios maison, etc. Alors, comment est-ce que vous abordez tout ça avec votre point de vue maintenant ? T'as raison. Moi, j'ai un peu moins de bagages quand même théorique, on va dire. Si j'avais fait une petite école de jazz ici, mais j'ai arrêté au bout d'un an, ça me plaisait pas du tout. Et puis après, je me suis formé en tant qu'intermittent. On peut se former. Donc j'ai fait des formations harmonie un peu, fait une formation d'1 an de piano au SEM d'ailleurs, c'était super, avec l'immense Thomas Chétel, qui était invité ici, je crois aussi. Oui, c'est ça, la deuxième édition. Voilà, donc il m'a appris le piano pendant 1 an, c'était incroyable. Et donc voilà, mais après, pour revenir sur sur l'apprentissage via YouTube ou autre, moi je trouve ça incroyable, vraiment. Je peux pas dire que c'est mieux qu'à notre époque, parce que c'est différent en fait. Mais quand même, c'est vachement bien. Enfin, je veux dire, moi par exemple, je me suis rendu compte que j'avais acheté du matériel que j'ai utilisé pendant 5 ans, où je connaissais 10% du truc. Et je suis sûr que si j'avais un peu digué à l'époque sur des vidéos et tout ça, j'aurais vu rapidement des tutos, des trucs pour aller plus loin, quoi. Donc là, j'essaye de le faire, mais en vrai, j'ai pas exactement... comment dire, comme j'ai pas une jeunesse avec Internet, des fois, j'ai pas le réflexe, voilà, d'aller voir. Mais là, je suis en train de buter sur un truc, faut que j'aille voir sur un truc, même sur TikTok ou je sais pas quoi, des informations courtes et tout. Et ça, je trouve ça génial, en fait, qu'il y ait ça maintenant. Et du coup, ça amène un niveau de production avec pas grand-chose qui est incroyable. Et ça remet tout en cause, et ce qui est vachement bien d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as, soi-disant, un clavier pourri ou je ne sais quoi. Maintenant, tu as juste besoin d'avoir des fois un ordi à 200 balles et être fort, en fait. Avoir le bon logiciel qui coûte pas si cher, ou même tu craques, et juste en regardant des tutos et en étant talentueux surtout, pour arriver à faire des folies, quoi. Moi, je vous expliquais la dernière fois, là, le gars que j'ai vu en studio avec un ordi de bas de gamme de fou, avec une connexion internet qui va sampler YouTube et qui va faire des prods incroyables avec. Voilà, en fait, il y a un moment,
c'est pas que le matériel qui fait le résultat. Ouais, Maintenant, les cartes, elles sont rebattues fois 1000. C'est assez déroutant, surtout pour un ancien comme moi, mais en vrai, je trouve ça incroyable et bravo, en fait. Enfin, c'est la phase trop cool de ce monde qui fait un peu peur, de la vitesse, de l'accès à tous les trucs. Bah, y a des trucs qui sont horribles de ça, et il y a des trucs qui sont incroyables. Et ça fait partie des trucs incroyables. Et toi, Anne-Laure, tu voulais rebondir ? Ouais, mais je suis super d'accord avec tout ce que Guillaume vient de dire. C'est vrai que nous, on n'avait pas accès à autant de choses. Donc moi, j'ai l'impression que sur certains trucs, j'ai mis, je sais pas, 10 ou 15 ans de plus à apprendre que si peut-être j'avais commencé aujourd'hui avec tous ces outils-là. Pour autant, je pense que peut-être ça prend aussi une autre forme de recherche. On a vachement galéré avec notre matos, on l'a peut-être mal utilisé, mais du coup, peut-être que c'est entre guillemets mauvaise utilisation était chouette aussi. Et je crois que ça, c'est l'histoire un peu de la musique. De toute façon, tu fais au moment où tu es avec ce que tu as. Exactement. Ouais. Et puis, on voit ce qui sort. Cela dit, là, je trouve quand même que ça se démocratise vachement. Il y a moins peut-être la barrière financière de s'acheter du matos qui coûte cher. Et ça, je trouve ça génial. Voilà. Est-ce que toi, tu aurais fait différemment si tu avais eu accès à toutes ces ressources-là ? Puisque toi, Guillaume, tu disais que oui, tu aurais sûrement cherché et tout ça. Oui, après, je dis ça, mais ça se trouve non. Enfin, des fois, c'est des questions aussi de mentalité, de vouloir rechercher des trucs, d'être super actif. Moi, des fois, je peux être un peu un dinosaure ou quelqu'un de lent sur des choses. Et même maintenant, j'aurais, je sais pas, 18 ans là, ça se trouve... j'irai à 2 à l'heure et puis j'apprendrai 50 fois moins vite qu'un autre gars ou une autre fille, tu vois. Donc, c'est peut-être aussi des fois ce qu'on est, soit en tant qu'humain, face à un outil. Et voilà. Donc, je dis juste que maintenant, c'est plus simple de faire un produit fini qui sonne tout de suite avec les outils moins chers. Maintenant, le talent, à n'importe quelle époque, change aussi les choses. Quoi. Ouais, et puis je crois que tu auras tout autant de situations différentes que de gens différents, parce que ça reste quand même un parcours de vie, la musique. Je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Jamais fini de se former, tu as toujours des nouveaux trucs qui sortent. C'est assez vaste pour que tu te dises ok, je vais diguer dans tel style, et après tu découvres un autre et tu te dis ah mais ça j'aime bien. Enfin, en fait c'est sans fin. Ouais. Et je pense qu'on peut même pas tout bien maîtriser. Ouais, bien sûr. C'est en fonction des. Ouais, puis ça. En fait, le côté entre guillemets qui peut faire peur de cette époque-là, c'est que en fait, du coup, maintenant, comme tout est plus accessible, on va dire, les outils en tout cas et le savoir. Ça amène un niveau hyper élevé, à mon sens, en termes de production, ce qui fait que ça peut faire peur aux gens qui commencent et se disent « Oh là là, lui, avec le même matos, il arrive à faire ça, mais en fait, moi, je suis nul, tu vois. » En fait, comme, je sais pas, par exemple, les gens qui regardent, je fais un parallèle, mais ma fille qui a 14 ans, qui va trouver des filles super belles tout le temps sur Internet, alors qu'il y a des filtres, alors qu'il y a des solutions de make-up, de machin qu'elle connaît pas, et elle va se trouver moche, alors qu'il faut arrêter de se comparer. Là, on compare trop, maintenant. Donc, enfin, je fais un parallèle peut-être bizarre, mais j'ai l'impression que oui, c'est... faut pas avoir peur de tous les talents maintenant qu'on peut voir tous les jours en scrollant tout le temps et se dire que toi tu peux pas y arriver parce qu'en vrai faut y aller et pas regarder les autres quoi. Et puis, et quand tu découvres, enfin je sais pas si ça t'a fait ça aussi, mais moi très longtemps j'ai eu l'impression, je parlais avec des gens et sur des trucs de technique de son peut-être, où j'avais l'impression que c'était super compliqué. On me parlait dans un langage où je me disais ah ouais non mais ils ont bac plus 25 et c'est un truc de ouf et j'y arriverai jamais. Et en fait quand tu mets un peu les mains dedans et qu'il y a des gens qui te montrent simplement, qui prennent le temps de t'expliquer, tu te dis bon peut-être que c'est pas si inaccessible que ça et c'est ce que permettent les outils peut-être de maintenant aussi quand même, de rien. Ouais, et puis bien sûr, comme tu disais aussi, souvent ce qu'on voit c'est un produit fini. Si c'est par exemple sur les réseaux sociaux, on n'a pas derrière tous les doutes, tout le parcours qui s'est fait. Ouais, aussi. Et puis un autre point, on va dire négatif, c'est que la concurrence aussi, elle devient beaucoup plus dure. Par exemple, surtout en ce moment dans le milieu du rap que tu connais bien, Redzol, ça peut être vraiment compliqué puisqu'il y a une diversité vraiment qui devient énorme avec plein d'artistes tout le temps qui... Ouais, après, oui, alors effectivement, du coup, comme les outils, comme on disait, sont plus accessibles, il y a plus de gens qui font des choses. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de tirer son épingle du jeu et trouver sa patte en fait. Et pas forcément copier tout le monde et pas faire ton propre truc parce que dès que tu veux copier quelque chose, c'est pas toi et ça se sent. Bien Donc, sûr. En fait, je pense que c'est des faux problèmes.
Je pense je pense que même maintenant, il faut faire les choses. Et puis, même si effectivement, il y a plein de gens qui font des choses, il faut réussir à se démarquer d'une façon ou d'une autre. Parce que derrière, il y a un humain qui a ses goûts, qui a ses trucs. Et il faut pas avoir peur de faire un truc où tu penses qu'il y a 3 personnes qui l'écoutent. Ça se trouve, en fait, il y en aura 10 millions et tu ne seras pas au courant qu'il y en aura 10 millions derrière. Enfin, tu vois, un gars comme Tyler, The Creator, en vrai, c'est bizarre sa musique. Hein. Mais il remplit des stades. Enfin, donc en fait, lui, c'est vraiment pour moi un exemple typique d'un gars du rap qui fait ce qu'il veut, quand il veut. Et alors, attention, il y a un méga bagage jazz, plein de trucs. Mais c'est un bricoleur et il remplit des stades dans le monde entier. Et pas avec une musique soi-disant mainstream ou je ne sais quoi, ou commerciale comme des gens aiment dire ça. Donc ça, je trouve ça trop cool. Puis la concurrence, je pense que c'est pas les artistes qui la créent. On est forcément dedans au bout d'un moment, mais c'est tous les à côté et le fait que ce soit devenu une industrie musicale qui va très vite, qui veut générer des sous aussi. Donc ça formate, on parle de produits, on parle plus d'artistes, et je crois qu'il faut se le répéter tous les jours en se levant le matin qu'à la base on voulait faire de la musique. C'est tout. Et donc que ça devienne pas non plus... c'est compliqué ce truc-là, que ça devienne pas une course à... Il faut réussir. Réussir, c'est ça. Réussir, c'est ce qu'on décide que c'est pour soi, mais c'est pas forcément tout le temps bien sûr. Évident de se le rappeler. Après, on peut aussi évoquer les points positifs, c'est que du coup, l'accès à la musique, elle devient beaucoup moins élitiste. Il y a beaucoup plus de gens qui s'essayent à des choses différentes. Il y a moins vraiment cette peur de dire non, ça c'est pas fait pour moi ou c'est pas fait pour. Je peux pas faire tel ou tel instrument, quoi. Vraiment, ils se permettent de tester plein de choses différentes. Moi, je pense que en ce moment, les choses sont tellement mixées dans tous les sens. Et ça fait plaisir aussi. Après, moi j'étais ado dans les années 90 où t'étais un rocker, où t'étais un rappeur, où t'étais un skater, où t'étais je sais pas quoi là. Il fallait avoir une étiquette quoi. Et moi ça m'a toujours saoulé ça. Et du coup maintenant ça me semble à peu près... j'ai l'impression que ça a changé. Après je suis pas jeune donc je peux pas le savoir. C'est mon point de vue mais j'ai l'impression qu'on s'affranchit plus de toutes ces cloisons là et tant mieux en vrai. Ce qui fait des mash-ups de style qui sont étonnants et moi je trouve ça trop marrant quoi. Donc voilà. Quand on fait tout par soi-même, donc comme on l'évoquait juste avant avec l'ère DIY, tuto YouTube, etc., on l'avait évoqué durant notre rencontre en amont, des fois on peut être aussi confronté à un moment donné à un plafond de verre où justement peut-être que là on a besoin de pousser un peu plus auprès des institutions, auprès d'une démarche d'apprentissage vraiment scolaire, on va dire, de la musique pour justement dépasser cette étape-là, ce plafond de verre. Oui, carrément. Je pense que justement le parcours il se fait comme ça, c'est que quand tout d'un coup tu te sens limité dans ta création, tu te dis tiens je voudrais faire ça mais je ne sais pas comment le faire, je pense que c'est là qu'il faut aller chercher justement, apprendre et puis ça va t'ouvrir des portes et tu vas rebondir et la pratique et la création s'élargit comme ça. Oui, c'est des zones où tu as l'impression de patauger, de ne plus avoir grand chose à raconter avec ta musique. C'est là qu'il faut ou se former avec des gens ou alors acheter du matériel si on veut ou télécharger un truc et travailler. Enfin, il faut tout le temps donner de l'eau à son moulin, quoi, d'une réécouter façon ou d'une de la autre. musique. Écouter des musiques différentes, écouter des anciens trucs, écouter des nouveaux trucs, écouter des trucs qui te chamboulent, genre oh, qu'est-ce que c'est que ça, je comprends rien, mais bon c'est pas grave. Moi j'aime bien écouter des choses qui me déstabilisent et me dire waouh comment ils font ça quoi. Quitte à le copier et faire un truc tout pourri, mais au moins comprendre comment ils ont fait et t'en dégageras toujours quelque chose de ton côté et tu te l'approprieras pour éventuellement alimenter ce que tu fais et que ça reste à peu près moderne ou en tout cas je sais pas si être moderne c'est cool mais en tout cas que ça s'inscrive quand même dans notre ère tu vois sans être passéiste ou sans être voilà. Ouais, bien sûr. Et puis on l'a évoqué aussi tout à l'heure, on n'a plus, il y a moins cette idée en tête que pour faire de la musique, il faut tel matériel, le dernier clavier qui est sorti. Il y a ce côté où on sacralise peut-être moins la musique aussi. Oui, probablement. Ce qu'on disait tout à l'heure sur les outils, où maintenant on peut trouver des logiciels, des émulations de tous les synthés. Et en plus, on peut se faire une culture synthé comme ça. Donc je pense qu'il y a quand même un truc qui est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus accessible
à qui c'est un petit peu où chercher. Je pense que c'est quand même nécessaire de montrer parfois où aller chercher, comment faire. Je le vois avec peut-être des étudiants, tu vois, en atelier à Mao ou quoi, ils sont super friands de ça en fait. Quand tu leur dis, ah bah tiens, allez voir, telle marque a sorti ça, et donc ça permet d'avoir l'équivalent gratos d'un synthé qui coûterait cher, même en plugin, mais enfin voilà. Et je crois qu'ils sont, enfin oui, tout le monde est un peu en demande de ça, de comment est-ce qu'on peut être autonome. Je vois aussi des initiatives, je crois que ça s'appelle le Pink Noise Club, pareil, c'est des ateliers de MAO sur Twitch, et donc c'est vraiment, on t'apprend à faire tes trucs, ça va, enfin c'est hyper bien fait, je crois. C'est avec le micro de ton ordi, si t'as pas de micro, bah tu peux déjà maqueter des trucs en fait, et puis après plus tard tu verras, mais en tout cas tu fais, et tu restes pas à te dire, c'est ça. J'ai pas accès. En fait, les workflows, les façons de faire de la musique et de composer sont tellement plus rapides maintenant que du coup, comme tu dis, ça sacralise plus les choses parce que tu as une idée assez facilement, tu l'as fait pour que ça, et ça, c'est plutôt écoutable sans que ça soit cheap, quoi. Et du coup, ça peut être demain sur Spotify ou sur une plateforme mieux éthiquement. et du coup, c'est trop cool. Et du coup, si tu as une idée que tu l'as fait dans la journée et que tu la sors demain, bah, tu ne l'as pas sacralisée. Tu n'auras pas passé 50 ans à la faire, à me dire est-ce que c'est bien ce que j'ai fait ? Est-ce que il manque peut-être un truc ? Bah, moi, je viens vraiment de cette école-là et c'était relou de fou, ça. Oui, puis des fois, quand on pense trop à la chose, peut-être qu'il y a moins cette on doute, énergie. Et puis du coup, tu la sors pas, en fait. Et il y a nombre de groupes, qui, à mon sens, qui se sont rincés comme ça, à dire ah ouais, mais non, il manque tel son de batterie. Ouais, mais non, le truc, il est trop... Ouais, mais... Des fois, il vaut mieux libérer le truc et vas-y, c'était comme ça et point barre. En plus, des fois, c'est pas toi qui décides si ta musique est bien, c'est les gens qui écoutent en vrai. Donc, des fois, c'est ça. Hein, t'as l'impression que c'est nul ce que t'as fait, mais c'est les gens qui aiment bien. Donc, c'est comme ça, en fait. Et du coup, des fois, t'as des musiques que t'adores, mais que les gens écouteront pas du tout. Et bah, tant mieux. À la limite, si ça te va à toi, tu peux te faire plaisir aussi. Mais finalement, c'est le public qui, des fois, qui décide si t'as vraiment envie. Ouais. Et il y a énormément de morceaux aussi qui nous ont touchés. Enfin, on parlait de Nirvana ou quoi. Quand on écoute les enregistrements, c'était pas brut, non plus. Voilà, c'est brut. Parfois, c'est même ce qui a fait le son de certains groupes, tu vois, ou parce qu'ils jouent dans un garage, on les entendait pas. Bah, t'avais des lignes de basse aiguë, ça s'était jamais entendu. Enfin, l'histoire de la musique est faite de ça. Et je pense qu'il faut s'en rappeler. Ouais, puis je sais pas si t'as vécu ça, mais tu sais des trucs genre la prise chant de la maquette, elle est mieux que la prise qu'on va faire en studio. Elle est moins bien. Enfin, elle est mieux dans l'intention, mais elle est moins bien dans le son. Donc vas-y, on va la refaire en studio, sauf qu'en fait, elle est jamais bien faite vu que tu avais la fragilité et l'émotion du premier truc. Et du coup, bah, finalement, la chanson, elle est pas ouf. Du coup, on va refaire une autre version. Et du coup, tu niques toutes les versions. Et finalement, ça sort pas. Tu vois, il y a un manque de spontanéité. Ouais, et ce qui fait que maintenant, il y a un retour à la spontanéité. Tu vois, la semaine dernière, j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait ? Un générique d'un podcast. Un truc de 10 secondes, hein, vraiment. Et la fille pour qui j'ai fait ça, là, une influenceuse, là, elle me dit vas-y, j'ai envie de faire une voix sur ce que tu as fait, mais j'ai pas de micro. Je dis bah, t'as ton téléphone ? Ouais, vas-y. Elle a enregistré en 3 secondes, elle l'a envoyé sur WhatsApp, clac, je l'ai pris, j'ai fait mon montage, j'ai fait écouter, j'ai gonflé le son, flap, ça, puis c'est bon en fait. Elle l'a fait sur son téléphone. Et au moins maintenant, tu vois, ça c'est. Et tout le monde s'en fout, tu vois, qu'elle ait fait. Oui, parce qu'au final, qui va remarquer que ça a été stylé dans l'intention, même si ça sature un peu ou je ne sais quoi. Maintenant, de toute façon, il y a plein de sons qui sont saturés en fait, et puis personne se dit waouh, le son est saturé. Ouais, en fait, tant que tu es raccord avec l'émotion que tu veux faire passer. Je crois que c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir, parce que bien évidemment, si tu fais de la musique électronique et que tu n'as pas de basse, enfin tu vois, il y a quand même des endroits où il faut taper, il faut que ce soit juste. Mais pour autant, voilà. Ça dépend ce que tu fais aussi, et tu peux le faire de plein de façons différentes, sans avoir. C'est One More Time de Daft Punk où je sais plus qui c'est qui chante dessus, bref. Où ça a été chanté dans un SM57 branché dans un ordi à l'arrache et vas-y, la chanson ça marche. Donc, oui. Ou même Green Montana, là, un rappeur de maintenant, je crois qu'il a fait tout l'album avec son MacBook Pro comme ça. Il chante dans le. Il l'a chanté dans l'ordinateur. Dans l'ordi, ouais. Toutes ses prises, il les fait dans l'ordi. Il y avait un gars aussi qui s'appelle Jacques qui avait fait une émission, il parlait de son utilisation d'Ableton et du mixage, et j'avais bien aimé parce qu'il disait en fait moi pour le mix, je vais à la Fnac, je demande l'enceinte Bluetooth la plus vendue et je mixe mon album là-dessus. Et en fait c'est pas con parce qu'au final des fois on se prend la tête, tu sais, à mixer, masteriser dans des studios de ouf, tu n'entendras jamais ta musique comme la fois où tu vas au studio, où là tu te dis ah ouais, j'avais même pas entendu qu'il y avait ça dans mon son, quoi. Mais le truc c'est que tu l'entendras une fois parce que tu vas là où il y a ce matos là, mais
quand on écoute de la musique au quotidien, d'où le truc d'écouter ses mix en bagnole, enfin, tous ces trucs-là. Il y a aussi C'est pas que ça sert à rien, mais on peut faire ça. Ouais, c'est ça. C'est au final, qu'est-ce qui en ressort de tout ça au quotidien, dans la façon dont aussi on écoute ta musique ou même peut-être toi tu vas l'écouter. Enfin, Puis on en revient à ce côté aussi élitiste. Au final, qu'un son soit très très clean, c'est pour les oreilles de qui ? Est-ce que c'est pour l'auditeur qui écoute avec ses écouteurs comme ça, en ayant le bruit aussi de la rue à côté Je pense que c'est ça. Ça dépend de ce que tu veux, quoi. Forcément, si tu fais un enregistrement d'un orchestre philharmonique, tu vas pas arriver avec ton MacBook Pro, tu vois, pour enregistrer. Il faudrait qu'on essaye. Ça dépend de ce que tu fais, en fait. Mais en vrai, dans certaines, certains projets, et finalement beaucoup de projets, si t'as pas grand-chose, ça peut quand même peut-être le faire, en tout cas. Je voulais rebondir maintenant sur autre chose que j'ai remarqué. Anne-Laure, Guillaume, vous avez tous les deux, à un moment donné, dans votre parcours, commencé à faire de la musique de commande, si je peux appeler ça comme ça, pour des documentaires, des spectacles, des films, des pubs, etc. Est-ce que, pour vous, il vient pas de là, le secret de la longévité dans le monde de la musique, puisque vous avez vous faites de la musique depuis quand même assez longtemps, tous les deux ? Alors oui, moi je me permettrai pas encore de parler de longévité parce que ça fait pas si longtemps que ça que je suis intermittente et que je vis de la musique, mine de rien. Cela dit, pour rejoindre même une question de tout à l'heure, tu parlais de plafond où à un moment donné on se sent un peu bloqué dans sa musique. Moi, le fait de me mettre au service de gens, ça a été quelque chose qui m'a vraiment débloqué sur plein de trucs parce que tout d'un coup, t'es plus en jeu de la même façon. Tu es vraiment au service d'eux, tu réponds à une commande, donc en fait tu dois un peu te glisser dans la tête de la personne pour qui tu travailles, arriver à cerner ses goûts et aussi comment la musique va se mettre au service d'une narration. Et du coup ça décentre complètement l'endroit de juste faire de la musique, enfin juste avec des gros guillemets, mais de faire de la musique en groupe pour faire des concerts, c'est pas reçu du tout de la même façon par le public. Et du coup ça t'amène à faire des trucs que tu n'aurais jamais fait. Moi quand je réécoute les créas, je me dis mais j'aurais jamais pondu ce morceau si on me l'avait pas demandé de faire quelque chose, ou si telle scène, elle m'avait pas mis à l'esprit de me dire ah tiens je vais tenter un truc comme ça. Enfin tu sais ça peut être des trucs à la con. La dernière fois j'ai fait une musique de western pour un jeune public, j'aurais jamais fait ça de ma vie. Et c'est justement c'est là que je trouve le kiff moi dans ces trucs là. Oui, puis il y a aussi quand on fait de la musique, souvent on pense du coup au clip par exemple, mais là c'est inversé, on va passer par exemple de l'image à la musique, ça peut être aussi une grosse difficulté ça, et justement un travail hyper intéressant à faire et pour découvrir d'autres choses qu'on ne savait pas en nous. Ouais, toi tu fais pas mal de documentaires, j'ai cru comprendre. J'en ai fait 2 ou 3, c'est D'accord. tout. Mais voilà. moi c'est déjà très bien. Mais moi je sais que j'en fais aussi un tout petit peu. Et puis j'ai fait pas mal de pubs et tout ça. Et c'est vrai que moi, en fait, par rapport aux commandes, moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que moi je me suis rendu compte que si mes projets perçaient pas de fou, c'était aussi parce que j'ai un problème de direction artistique. C'est-à-dire que je me barre un peu dans tous les sens, quoi. Et j'avoue que du coup, c'est pas forcément évident à écouter certaines musiques que j'ai pu faire avant. Pas que ce soit inaudible, mais genre ça se barre dans tous les sens. Et les commandes, moi, ça me permet de me cadrer et d'avoir plus confiance en moi, en fait. Et du coup, cet équilibre me plaît beaucoup. Parce que quand on me donne un cadre, on me dit ça, est-ce que tu peux me faire un truc dans cette ambiance-là ? Du coup, moi, j'écoute les BPM, j'écoute les sources. Je vais faire autre chose que, bien entendu, les références. Et du coup, je suis plus efficace. Et comme toi, on va me dire... je sais plus, une fois on m'a fait écouter un groupe super étrange là, et du coup fallait que je fasse une musique dans ce genre là et je connaissais pas ce style, et du coup tout de suite ça t'amène à étudier un nouveau style de musique, à comprendre les sources, comment c'est mixé, comment truc, et c'est forcément enrichissant en fait. Maintenant forcément quand tu as plein de briefs différents de ce genre là, moi ça m'est arrivé d'en faire tellement que une fois que j'ai plus de brief et que je dois faire la musique tout seul, je sais plus quoi faire en fait, tellement j'ai écouté des trucs différents, je me dis waouh. Ouais, tu te dis vas-y on peut faire 10 000 trucs en fait. Ouais, c'est ça, et du coup je sais pas quoi faire en fait, tellement ça m'a perdu, tu vois, mais peut-être que je suis fait plus pour ça en fait, je sais pas. En tout cas, j'ai fait de la musique et puis éventuellement j'ai aussi gagné ma vie en même temps, et voilà. Justement, on arrive à la prochaine question que j'allais poser. En France, on a la chance d'avoir le statut d'intermittent. Toi, Guillaume, tu l'as depuis 23 ans, il me semble. Ouais. Et toi, Anne-Laure, ça fait 5 ans environ. Ouais, c'est ça.
Donc ce système vraiment est génial, quoi. Ça permet de pouvoir valider ses heures en faisant d'autres disciplines musicales, mais d'avoir aussi du temps pour la création personnelle, en ayant moins cette charge mentale, justement grâce aussi à ces commandes, moins cette charge mentale de se dire comment je vais payer mes factures à la fin du mois. C'est vraiment un statut qui est important et on a de la chance, encore une fois, de l'avoir en France. Oui, carrément. C'est une chance qu'on a ici et qu'il n'y a pas dans les autres pays. C'est clair que ça permet de se dire qu'on a du temps, même ne serait-ce que pour chercher, en fait. C'est parce que la création, c'est aussi ça. C'est aussi des périodes où on a besoin de se nourrir. On ne peut pas sans cesse être en train de créer. Enfin, voilà, il y a besoin de ces temps, on va chercher, on teste. Et donc, effectivement, ça permet ça. Après, peut-être aussi que ça amène... une autre forme de stress quand même, pour être tout à fait honnête, de se dire quand même, bon, jusqu'à quand, mine de rien, combien de temps ça va durer, et puis peut-être aussi de devoir essayer de se dire, enfin, moi en tout cas, j'ai quand même toujours ce stress de me dire de quoi sera faite l'année prochaine ou l'année d'après, comment on reste pas non plus trop sur ses acquis, ou comment est-ce qu'on va voir ailleurs, comment on se nourrit, et puis en même temps, comment est-ce qu'on garde ce statut? Donc voilà, j'oscille entre des phases de doute intense et puis des phases de ah bah non, en fait ça va. Enfin, voilà, j'avoue que là-dessus, mais oui, c'est une chance, effectivement, complètement. Mais ça change un tout petit peu le rapport à la musique. C'est vrai que tu vois, depuis ce qu'on disait tout à l'heure, moi depuis que je suis intermittente, je me suis moins autorisée à jouer dans des groupes avec des copains, entre guillemets, pour rien. Finalement, je rentre de mes journées, tu as fait ta créa, tu as fait 8 heures de son, je rentre chez moi, j'écoute même pas de musique, je vais pas repartir en répète. Chose qu'avant, quand j'avais un autre travail qui restait quand même dans le même milieu, mais je finissais ma journée et j'allais me faire 4-5 heures de répète dans un local et c'était trop bien. Donc il y a eu quand même ce petit moment ce changement à ce niveau-là qui m'a interrogée et peut-être m'interroge encore un petit peu. Et là, en ce moment, j'essaie justement de me dire, bon, recrée-toi aussi les espaces pour faire de la musique pour rien. Oui. Avec des gros guillemets pour rien, parce que c'est pour ça que j'en faisais à la base. Donc voilà, ce truc de balance à trouver, en fait, peut-être, entre le côté professionnel, effectivement, on gagne des sous, il y a des choses à payer, mais aussi comment est-ce qu'on conserve ce côté un peu fraîcheur, passion, qui était le truc qui nous a poussé au début. Donc voilà. Et là-dessus, je n'ai pas de réponse, que des questionnements, et j'essaye. Oui, bien sûr. Résolve, tu voulais rebondir? Je ne me rappelle plus de la question. On était sur l'intermittence. Oui, c'est ça, la chance qu'on a d'avoir ce statut-là. Non, enfin, c'est incroyable d'avoir ça, parce que ça nous permet en plus, au cas où tu as ce stress, de se dire, bon, c'est pas grave, je vais faire autre chose dans l'univers de l'intermittence du spectacle qui nous permet de faire des cachets d'artistes, mais aussi de la technique. Et éventuellement, aller sur des concerts, installer un groupe, parce qu'on est souvent avec des copains en plus à travailler, ce qui est quand même une grande chance. Il y a des gens qui comprennent un petit peu cette philosophie de vie. Donc du coup, non, c'est fou, quoi. Moi, j'ai clairement bénéficié de ce double statut très très longtemps. Donc ça, c'est trop cool. Et je te rejoins sur le fait que ça soit stressant, mais je pense qu'il faut se faire confiance, parce que du coup, plus tu travailles avec des gens, plus ton réseau s'agrandit, et plus après, moins la question se pose, quoi. Je pense que là, c'est assez frais finalement, vu que tu disais que c'est depuis 5 ans. Donc ça, c'est normal, je pense, mais je pense qu'au fur et à mesure, je n'ai pas de doute que, oui, complètement. Que après, toutes tes cordes vont... Tu auras de plus en plus de cordes, et que moi, personnellement, là, en ce moment, je me prends pas... Enfin, depuis quelques années, je me prends plus trop la tête avec ça. Dès que tu fidélises avec un nombre assez important de gens, et t'as que des plans A, en fait. Probablement. Après, je pense que c'est une question de nature aussi. Peut-être je suis un peu stressée de base, alors c'est le genre de truc aussi, où forcément ça me fait baliser un peu vite. Que je me pose toujours 10 000 questions et que je me dis, ah oui, aujourd'hui oui, mais demain. Donc, je pense que c'est des trucs d'âge aussi. C'est une histoire de tempérament ou de se dire, mais c'est ce que tu disais, parce que pendant un temps aussi, j'ai fait de la technique. Donc j'avais pareil, c'était un peu moitié-moitié. Et je continue à en faire un tout petit peu. Et en même temps, je me dis, mais en fait, j'ai envie de rien faire par défaut. Et des fois, à cet endroit de la technique, je me dis, c'est aussi un vrai métier. Et quand j'en fais plus tout le temps, je me sens pas aussi performante que quand j'en faisais beaucoup. Donc je me dis, est-ce que c'est juste de continuer à essayer de s'éparpiller finalement un peu dans
plein de sphères qui composent le spectacle vivant. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que le statut, oui, c'est génial, mais est-ce que c'est à tout prix aussi? Voilà, Bien sûr. C'est un questionnement qui peut m'arriver de temps en temps, où je me dis, voilà, quelle est la posture juste? Il y a des endroits où je sais que je peux être performante et bien travaillée. Il y en a d'autres, si j'en fais une fois tous les 6 mois, je me dis, est-ce que ça mérite encore tu vois, enfin... Bon, je ne sais pas si je suis très claire. Mais... Oui, non, mais on comprend tout à fait. Et malgré les doutes qu'on peut avoir au fur et à mesure de toute cette carrière, enfin en tout cas tout ce parcours musical qu'on a, je trouve que c'est, parce que tu parles de tes doutes, mais il y a quand même quelque chose qui est assez beau, c'est que toi tu transmets aussi vachement vers les autres, donc avec des publics différents, etc. Donc c'est quelque chose qui était vachement revenu quand on a préparé notre rencontre aujourd'hui. C'est vraiment le mot transmission. Ça veut dire quoi pour vous, ce mot-là? Moi, j'avoue que j'en fais un tout petit peu moins en ce moment, mais j'en ai fait beaucoup. J'aime beaucoup ça en vrai. C'est juste une question de temps, là, un peu entre les différentes choses et puis ma vie de famille. Mais moi, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup parce que tu te rends compte que en accumulant des années de savoir et de ne pas s'en rendre compte, en fait, et finalement le dévaloriser assez souvent, finalement, si tu donnes un peu de temps et ne serait-ce que, je sais pas, 2% de ce que tu connais, déjà, il y a des petits yeux qui pétillent et c'est trop beau parce que à la base, c'est pour ça qu'on le fait, quoi. Enfin, c'est pour donner des émotions. Donc du coup, même juste en transmettant du savoir, et pas forcément ma musique ou notre musique, mais juste en disant, bah, regarde, si tu fais ça, ça fait ça, truc. Des fois, tu fais, waouh, tu vois des gens qui sont émerveillés, alors que toi, tu as l'impression que c'est juste normal. En vrai, dans mon quotidien, c'est normal, mais en fait, tout le monde est exceptionnel en vrai dans ces métiers, finalement. Et du coup, bah, tout le monde a des choses à apprendre à tout le monde qui sont incroyables. Et nous, de notre côté, en tant que musicien, bah, on peut éventuellement faire de la transmission. Et du coup, éveiller pas forcément des carrières ou je ne sais quoi, mais en tout cas déjà de l'intérêt sur des choses. Et c'est vrai qu'une fois, j'avais fait un atelier avec des élèves très difficiles et vraiment qui posaient des questions très bizarres. et qui, pendant la rencontre, juste en parlant, étaient très étranges. Et après, je me suis rendu compte que dans le nerf de ce qu'on faisait quand on a dû faire de la musique, ils faisaient des trucs incroyables, plus que les autres, les plus durs, on va dire, ou les plus qui avaient des situations très compliquées. Et là, tu te dis, waouh, en fait, ça peut sûrement sauver peut-être des gens, quoi. Oui, bien sûr. Bah, toi, tu as dû faire face aussi à ça, Anne-Laure, avec différents publics que tu as pu avoir. Oui, carrément. Ça fait assez longtemps maintenant que je fais j'ai commencé en donnant des cours d'instruments à la base, des cours d'éveil musical et tout ça. Et déjà, dès cet endroit-là, c'est quand tu arrives à débloquer des choses chez quelqu'un où tu as les petites lumières dans les yeux. Après, il dit « Oh, c'est moi qui ai fait ça !» Et ça, pour moi, ça vaut tout. Enfin, ça me donne vraiment une raison de me lever le matin où je vois concrètement à quoi sert la musique et que ça fait vraiment ça fait du bien aux gens et que c'est pour ça qu'on en fait aussi. Et donc ça a été avec toutes sortes de publics, que ce soit des scolaires, les enfants, les personnes en situation de handicap. Et c'est toujours comment tu vas réussir à faire passer le petit truc qui te fait vibrer, comment tu vas faire vibrer ça chez l'autre. Et moi, c'est un truc que j'aime faire et que j'aimerais tout le temps faire. Et en plus, qui, je trouve, raccroche pas mal à la réalité, parce que des fois, dans nos parcours artistiques, on peut se perdre aussi un peu dans les limbes, je trouve. Enfin, tu sais, des fois, on ne sait plus trop, on se dit, tiens, ça. Et puis, cet endroit me ramène toujours au bon endroit, j'ai l'impression, de ce que j'aime bien dans la musique. Ça recentre tout. Ouais, c'est ça. Donc oui, et puis toujours se questionner quelle forme de pédagogie, parce que je trouve pareil, la pédagogie musicale évolue beaucoup. Et voilà, comment est-ce qu'on peut sortir, c'est une vraie question, enfin même la pédagogie en France, notre système, que ce soit le système éducatif, même au-delà du système musical, mais comment est-ce qu'on peut faire autrement, justement pour que chacun se sente légitime. Et puis les outils technologiques maintenant permettent de faire des choses assez incroyables, justement, en plus sur du sensoriel. Donc ça c'est vraiment un sujet que je trouve passionnant et qui nourrit aussi nos pratiques. En atelier, il y a plein de gamins, on fait des ateliers sur GarageBand par exemple, qui est un petit logiciel sur iPad.
Et donc ils apprennent à faire leur prod et des fois ils ont des super idées parce qu'en plus ils sont pas formatés. Ouais, bien Ils sûr. n'ont pas les codes que nous on a quand même bien ingérés pendant des années et donc ils ont une fraîcheur sur l'approche du truc et des fois ils te pondent des trucs mais vraiment moi, ils m'ont sorti des morceaux, j'étais là mais comment t'as fait là, c'est vachement bien. Et voilà, on est tout le temps surpris puis ça remet un petit peu en question aussi. Tu te dis ah tiens, est-ce que j'ai pas perdu aussi des fois une spontanéité, tu vois, bien sûr. une façon d'aborder les choses. Oui, c'est incroyable. Donc ça nourrit aussi vachement. Bah, bien sûr. La façon de, Bah, je trouve que c'est assez beau justement de finir là-dessus. Vous avez appris étant jeune à travers vos groupes, à travers des formations musicales, etc. Et maintenant, vous apprenez aux autres. Alors, pour conclure, Anne-Laure, Guillaume, quel message de fin voulez-vous transmettre aux artistes, aux musiciennes, musiciens, chanteuses, chanteurs, rappeuses, rappeurs, bref, à tous ceux qui sont sur le devant de la scène, mais aussi dans les coulisses? Waouh. Ouais. Tu veux commencer, Guillaume? Vas-y, je t'en prie. Non, ok. Je réfléchis. Faut pas réfléchir, voilà. Là, on est en train de réfléchir, juste faut pas réfléchir, Okay. faut faire les choses. Faut faire les choses. Faut pas avoir peur de se prendre des bides. Faut pas avoir peur d'avoir 4 écoutes. Faut faire les trucs. Après, forcément, si tu as envie de vivre de la musique, vraiment et tout, faut commencer à... Encore une fois, on a parlé de l'intermittence. Faut trouver des façons de gagner sa vie et en même temps de réussir à faire tes projets à côté. Et l'intermittence, pour ça, est incroyable. Donc, moi, je conseille souvent, ça m'est déjà arrivé de voir 2-3 fois des enfants de copains ou des enfants de copains qui voulaient savoir des trucs. Et du coup, je leur disais souvent, sois intermittent. Et d'une façon ou d'une autre. Oui. D'une façon ou d'une autre, sois intermittent parce que tu vas bouffer de la merde, tu vas comprendre ce que c'est que décharger des camtars à 4h du mat et en même temps de faire des trucs cool la journée parce que tu es jeune et que c'est là qu'on fait son expérience et jamais rien lâcher et toujours écouter plein de trucs et faire des projets avec plein de gens et pas se cantonner à un style musical. Tester les trucs et être curieux tout le temps et pas avoir peur d'aller voir des concerts, des trucs où tu as l'impression que c'est pas bien et en fait tu vas éventuellement te prendre une claque. Donc c'est être ouvert et avancer, quoi. Voilà. Anne-Laure? Ouais, mais je te rejoins complètement. Juste faire, être curieux et rencontrer des gens, aller voir des concerts. Oui, voilà, en fait, juste vivez votre truc, quoi. Et puis ne pas trop écouter peut-être des fois. Ouais. Enfin voilà, comment dire, que peut-être que la recherche du truc de faut percer, qui est un truc que j'entends énormément, peut-être que parfois c'est pas le fond des choses. Ça veut rien dire. Il faut pas arrêter la musique parce qu'à un moment donné, tel projet n'a pas pris un chemin particulier. Voilà. Voilà, peut-être que... Le mot de la fin. Ouais. Eh bien, merci énormément à vous deux pour cet échange vraiment passionnant. Dans quelques instants, on va poser les micros pour laisser place à une session de questions-réponses avec le public présent ce soir. Auditeurs de Westrack Radio, on vous souhaite donc une belle soirée. Merci à vous d'avoir été là. Très belle soirée encore à toutes et à tous. Et à très vite pour la prochaine édition de Bavardage. Au revoir. Merci beaucoup. Margot. C'était Bavardage, un programme proposé en partenariat avec le Tetris et le SEM. Retrouvez le mois prochain l'édition suivante. Plus d'informations sur le site letetris.fr.